Je vais laisser, comme d'habitude, les rappels pour les personnes qui n'auraient pas participé aux précédents ateliers, les différents objectifs justement de cette démarche des ateliers de concertation. Je ne reviens pas dessus, elle est là pour mémoire. Concernant le sommaire, hein, je vous disais, donc sommaire similaire au précédent, hein. L'idée, en tout cas, en introduction en particulier, c'est de faire un statut sur l'avancement du calendrier, la nouveauté du calendrier, voir aussi évidemment ce qu'on a fait depuis le dernier atelier. Euh, le point suivant, qui est mal numéroté, c'est effectivement pareil, donc des précisions sur les modifications apportées aux exigences dans la version donc, 0.3 du référentiel d'exigence qu'on vous a envoyé hier. Euh, Faire un focus sur justement les trois natures d'exigence qu'on n'a pas dit, parler du terme de profil, on a repris le terme profil puisqu'il est plutôt employé dans les REM, pour éviter de confondre, mais les trois natures d'exigence parce que dans la version 0.2 du référentiel, on le reverra, on ne vous avait pas indiqué effectivement les exigences qui étaient applicables à certains types de logiciels plutôt qu'à d'autres, ou du moins pour certaines fonctionnalités. Donc ça, on a essayé de le clarifier, on vous le présentera. Et puis évidemment, on parcourra les principales modifications qu'on a apportées aux exigences suite à vos retours et à nos réflexions entre-temps. Enfin, on verra certaines exigences qui sont malgré tout pas encore finalisées, soit effectivement pour vous demander si vous avez des conseils ou des préconisations pour ces exigences-là, il en reste quelques-unes. Et puis enfin, la suite des travaux sur le planning restant dans les prochains 2 mois, puisque nos travaux sur ce référentiel s'aboutiront à la fin de l'année. Si ça vous convient, je vous propose de démarrer. Euh, alors, donc déjà pour synthétiser ce qui s'est passé depuis le dernier comité, depuis le comité 5, évidemment, enfin pas évidemment, donc comme vous le savez justement, on a essayé de rendre les choses un peu claires, mais c'est pas toujours évident dans le sens où effectivement on a nous notre démarche depuis maintenant donc 5 ou 6 ateliers sur l'exigence MS Santé, mais en parallèle a commencé les itérations sur les REM qui évidemment incluent aussi les exigences, les mêmes exigences MS Santé. Donc, nous, dans la période intermédiaire, on a intégré finalement les exigences qu'on concertait ensemble dans l'itération 1 des REM. Par contre, comme les profils n'étaient pas tout à fait au point, peut-être qu'effectivement, les exigences exposées dans les REM n'étaient pas encore tout à fait à niveau dans cette première itération. Évidemment, on a pris en compte vos retours. Donc, en termes de retours sur le référentiel d'exigence 0.2, on a eu 5 retours au total. Donc, merci à ceux qui ont parcouru et nous ont fait des retours. Euh, a priori, je crois qu'on a eu 3 retours du couloir hôpital et 2 du couloir médecine de ville. Donc, ça, c'est bien. Donc, évidemment, dès à présent, je vous invite, alors je sais qu'on l'a envoyé qu'hier, mais d'aller voir les réponses qu'on a données dans le référentiel d'exigence 0.3 dans la colonne AT, je crois que c'est indiqué quelque part, où effectivement on essaie de répondre à toutes vos remarques ou toutes vos exigences. On ne les reprendra évidemment pas toutes en séance aujourd'hui. Et puis on a aussi essayé de consolider les retours qu'on a eus sur nos exigences MS Santé à travers l'itération 1 des REM des task force. Alors, une remarque déjà sur ces retours, on verra le détail des retours tout à l'heure, mais déjà il y a un point effectivement qui a été indiqué par plusieurs éditeurs, c'est cette notion qu'on utilise dans le référentiel 2 déjà depuis la précédente version de client de messagerie MS Santé. Donc cette notion-là, on l'a définie dans le référentiel 1. Hein. Pour nous, enfin pour le référentiel 2, pardon, pour nous, cette notion, effectivement, recouvre uniquement des fonctionnalités d'envoi et de réception de messages et n'implique pas du tout une IHM de type client de messagerie, mais effectivement, le terme prête à confusion. Donc on va voir pour cette version 1.0 du référentiel 2, là, donc à sortir, comment on peut, malgré une définition qui se veut être explicite, être moins ambigu sur la notion de client de messagerie. Donc voilà, ouais, on n'a pas encore trouvé le terme adéquat, mais on vous fera une proposition dans la version de concertation. Donc on a bien noté, je pense, la confusion qu'on introduisait. Je vous le disais, effectivement, donc on a publié hier à la fois le compte-rendu et le support de l'atelier 5 sur le site mssanté.fr, et puis ce fameux référentiel d'exigence en version 0.3. J'en ai parlé, donc même chose, hein, nos réponses à vos remarques dans la colonne AT des 2 onglets, et puis les nouvelles versions d'exigence avec les modifications qui sont mentionnées en rouge avec un statut, hein, dans une colonne qui indique le statut, si l'exigence est modifiée ou pas dans la dernière version.
Donc voilà ce qu'on a pu faire depuis le précédent comité. Concernant l'évolution du macro-planning, concernant MS Santé, donc pas d'évolution notable à noter, c'est à peu près le même schéma que la dernière fois. Ce qu'on voulait quand même vous indiquer, c'est que même si ça ne concerne pas directement nos travaux ici en atelier éditeur, en vert, on vous avait mis les différents jalons de la task force opérateur. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est que on est rentré depuis maintenant quelques semaines. On a ouvert l'environnement de test aux opérateurs pour qu'ils puissent tester l'interface API LPS en simulant un éditeur LPS pour qu'ils puissent mettre au point et se préparer pour le référencement des opérateurs qui a lieu dans la task force donc opérateur du Ségur d'ici le 23-12. Donc là, pour l'instant, on a donc plusieurs opérateurs industriels qui font leurs tests de manière active et qui nous sollicitent pour finaliser et pour avancer leur développement et leurs tests. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils participent évidemment à la démarche. Après, concernant, effectivement, on le reverra en conclusion, hein, mais l'objectif est toujours de sortir ce référentiel 2 en version 1.0, en tout cas en concertation publique sur le site de l'ANS, comme on avait fait pour la précédente version, donc première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine de novembre, on le verra tout à l'heure, enfin en novembre en tout cas. Et puis la publication version finale, toujours calée donc en première quinzaine de décembre, ce coup-ci, avant les prépublications vague 2 des RM. Donc ça, il n'y a pas de changement sur le principe et sur les dates. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ordre général avant qu'on attaque les modifications apportées aux exigences. S'il y en a, je n'ai pas regardé le chat. Hop, non, pas de questions pour l'instant, donc je poursuis. N'hésitez pas à lever la main s'il y en a. Je te préviendrai à chaque fois qu'il y aura des Ok, questions, Edouard. merci. Merci, mec. Donc je poursuis. Oui, alors donc ça, l'objectif, c'était effectivement, avant de regarder le détail des exigences, je vous disais, d'essayer de clarifier une situation qui n'était pas encore très claire dans la version 0.2 du référentiel d'exigence, puisqu'on n'avait pas encore rempli la colonne alors, qui s'appelle profil, parce qu'on était reparti du tableau des RM, pour indiquer explicitement finalement les exigences qui étaient applicables ou pas, suivant la nature des logiciels et surtout suivant le type de boîte aux lettres que va solliciter et que va utiliser le LPS. Donc, on a essayé donc, dans cette version 0.3 d'être plus explicite. Cette colonne profil, qui s'appelle toujours comme ça, mais a été remplie, donc ça vous le verrez. Et on distingue finalement, à part l'exigence générale, je vais revenir dessus, donc deux, alors, je ne vais pas dire profil puisque ce sera le terme utilisé dans les RM, mais ça sera en tout cas deux natures d'exigences qui seront spécifiées dans le référentiel 2. Des exigences qui s'appliqueront aux logiciels qui sollicitent des boîtes aux lettres personnelles et ou organisationnelle. Donc derrière, c'est l'API pour Santé Connect en particulier, mais pas que, on va le voir. Et puis d'un autre côté, les exigences les exigences pardon, spécifiques aux boîtes aux lettres applicatives, plutôt dans le domaine de structure, hôpital. Donc ce qu'on a retenu comme principe, on en avait déjà parlé la dernière fois, hein, mais c'est finalement qu'évidemment les exigences générales sont obligatoires pour tous, et après les exigences spécifiques par type de balle, elles sont obligatoires, mais soit balle personnelle organisationnelle, soit balle applicative, soit évidemment les deux pour les logiciels qui auraient besoin des deux types de boîtes. Et ce qui veut dire que dans le référentiel, puisque de toute manière il faut implémenter l'API LPS, il faut soit implémenter l'API LPS pour les balles personnelles organisationnelles, soit pour les balles applicatives. Donc c'est comme ça qu'on l'a présenté, qu'on a compris aussi vos retours. Donc si maintenant je regarde dans les exigences générales, donc générale, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 5 exigences qui concernent l'API LPS, mais qui sont communes aux deux types de balles, ou aux trois types de balles. On a 3 exigences sur les indicateurs qu'on a déjà revus ensemble, et 4 autres exigences plus diverses qui peuvent concerner mettre fin aux échanges avec mon espace santé, les traces et puis l'encodage des messages. Et évidemment, il y aura aussi, dans ces exigences générales, la reprise des exigences vague 1 qui devront être un peu adaptées puisque il y a quand même des évolutions de la vague 2 qui nécessitent quelques adaptations de la vague 1. Donc ça, on le verra aussi dans la version de concertation. Donc, et après, comme je le disais, hein, donc côté balle personnelle ou organisationnelle, il y a 5 exigences spécifiques au MIE, au moyen d'identification, authentification, authentification Pro Santé Connect. Et il y a finalement ces exigences dites d'expérience utilisateur qui étaient dans le deuxième onglet,
finalement, qui sont, pour ainsi dire, toutes reprises de ce côté-là, puisqu'on estime, et ça vous nous direz si c'est judicieux ou pas, que finalement, ces exigences sont bien applicables à ces logiciels-là, puisqu'on va retrouver, par contre, ce coup-ci, bien une IHM de type client de messagerie. Et donc, on propose de les mettre dans la même nature d'exigence. Contrairement, effectivement, aux boîtes aux lettres applicatives, à l'exigence relative aux boîtes aux lettres applicatives, on n'a qu'une exigence technique qui est relative à l'authentification sur ces boîtes aux lettres. Et avant de vous laisser la parole, si besoin, je rajoute effectivement une remarque pour dire qu'on avait présenté jusqu'à présent comme une recommandation la possibilité finalement d'utiliser une autre interface propriétaire en plus de l'API LPS, en complément de l'API LPS. Et on pensait principalement à des échanges directement des serveurs, par exemple, de messagerie de type Exchange, Outlook en établissement. C'était mis en recommandation, on nous a fait la remarque, et c'est vrai que c'était pas très judicieux, parce que c'est pas une recommandation, c'est une possibilité qui est ouverte. Donc ce ne sera pas une recommandation, qui sera transformée dans une remarque qui sera bien présente dans le référentiel, mais pas sous forme de recommandation. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette clarification. Pas de questions dans le chat. Je ne vois pas de questions effectivement dans le chat, merci. Est-ce que c'est clair et est-ce que c'est conforme aux remarques que vous avez indiqué, en particulier le fait de bien positionner les exigences dites d'expérience utilisateur, finalement, pour les logiciels qui vont solliciter des votes personnels et organisationnels, ce qui me paraît assez cohérent. Si je n'ai pas de remarques, c'est que je considère que c'est clair. OK, et ben dans ce cas-là, je poursuis. Alors, donc là, je vous propose, on a 3 slides, non, 2 slides là-dessus, donc sur les modifications d'exigence entre les versions 0.2 et 0.3 du référentiel d'exigence. Alors évidemment, hein, ce n'est pas exhaustif, hein, je vous invite quand même à aller voir le fichier, surtout pour voir les réponses qu'on a données. Là, j'ai indiqué uniquement les modifications qui nous paraissaient notables à partager ensemble, en tout cas. Donc, si on regarde la première, la 1.2, 1.2, elle porte sur les négociations TLS. On a eu plusieurs remarques. Édouard, Oui. Édouard, je vois qu'il y a une question. Alors, tu souhaites Ah, terminer pardon. d'abord la slide avant de prendre la Non, question? non, on va prendre. Bon, on va D'accord. prendre. Il J'avais pas y vu a la main levée. Monsieur Lagarde qui a levé la main. Donc, Oui. Monsieur Lagarde. Parfait. Oui, bonjour, ça concerne le slide précédent. Oui. Pour les outils de type, malgré tout, les clients de messagerie habituels, et Oui. dont nous, en tout cas, on sait qu'ils sont quand même visiblement très utilisés chez nos Oui. clients, hein, dans les établissements Oui. hospitaliers. Tout à fait. Par rapport à Outlook, qui est quand même massivement utilisé, vous ne proposez pas quelque chose d'obligatoire aux opérateurs, de façon à ce que les utilisateurs puissent continuer à consulter leur mail MS Santé dans le respect du nouveau référentiel? Vous allez laisser oui et faire que non. des interfaces propriétaires entre Outlook et les opérateurs? Alors, je vous dis ce qu'on essaie de faire. C'est un peu en deux temps. C'est effectivement, je vais revenir sur la remarque qui était en bas ici. Notre idée, c'est de se dire, pour l'instant, on a essayé effectivement de définir, de standardiser cette interface entre véritablement les LPS et les opérateurs. Déjà, c'est une nouveauté. C'est déjà quelque chose d'important, effectivement, mais pour autant, ça ne traite pas le sujet de l'interface donc dite propriétaire. On pense surtout à Outlook, mais sans doute pas que. Et donc là, finalement, le référentiel ne dit rien de nouveau et ne s'applique pas vraiment à cette interface-là, pour l'instant. Il ne dit rien de spécifique. Par contre, ce qu'on souhaite, et on a déjà commencé à faire le travail, puisqu'on a commencé à se rapprocher de Microsoft tout récemment, pour voir qu'est-ce qu'on peut dire effectivement, alors ça sera une future version du référentiel, hein, probablement, pour effectivement donner des pistes aux établissements en particulier sur la manière de gérer ces interfaces-là. Mais pour l'instant, on n'a rien de spécifique. Et Par contre, ne c'est souhaite quand même pas. très, très gênant, parce que comme c'est ce qui est utilisé majoritairement actuellement, et à partir du moment où vous mettez en place un référentiel qui est incompatible avec le client de messagerie largement le plus utilisé pour l'accès aux boîtes personnelles et organisationnelles, Oui. Du coup, qu'est-ce qui va rester pour les utilisateurs? Alors, il n'est pas incompatible, je dirais que, puisque justement, il permet toujours cet usage, simplement, il ne dit rien de nouveau sur l'usage, on va dire, Outlook hors LPS client lourd. Effectivement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut réussir à faire perdurer la possibilité de consulter une boîte aux lettres dans un client de messagerie standard qui n'est pas un LPS dédié.
donc ça, on le permet toujours, le référentiel le permet toujours, mais ne va pas plus loin finalement en termes de modalités de sécurisation ou de standardisation de cet usage, dans cette version aussi. Mais par contre, on permet toujours ce qui était permis. On va dire que pour moi, l'avancée principale de cette version de référentiel, elle est effectivement plus bénéfique à la ville qu'à l'hôpital. C'est-à-dire, du coup, concrètement à l'hôpital, vous allez Oui, laisser l'autorisation je crois complètement. que ce qui s'appelle de la translation d'adresse. Oui. D'accord. Oui, complètement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est ce que veut dire effectivement cette remarque, hein. C'est qu'effectivement, c'est toujours évidemment autorisé, puisqu'on ne va pas bloquer des usages qui sont importants. Par contre, on va essayer de les cadrer à l'avenir pour que ça soit plus lisible pour tout le monde. Mais voilà, c'était pas l'objet de cette API LPS. D'accord, ok. Disons que. Du coup, l'usage pourrait se maintenir parce que nous, le souci Alors, que vous oui. pouvez avoir, Ah c'est oui, si oui. jamais du jour au lendemain, si je peux dire, Ouais, les utilisateurs ne peuvent plus consulter c'est pas le cas. leur boîte aux lettres personnelle Ouais. organisationnelle, effectivement, du coup, ça crée un manque. Ah bah oui, bien sûr, ça serait Voilà. inenvisageable. D'accord, Oui, ok. complètement. Parfait. Bon, ben parfait. On l'avait peut-être Très pas bien. expliqué clairement, enfin, on avait essayé en tout cas, mais c'est vraiment notre approche. C'est que on se dit, effectivement, on n'a pas tout réglé hein, avec cette API LBS. Simplement, ce qu'on se dit, c'est que, en tout cas, en structure ou à l'hôpital, malgré tout, la partie balle applicative, déjà, c'est un plus, enfin, plus, du moins une manière de standardiser qui n'existait pas. Donc ça, c'est un plus côté ville. Par contre, on va pouvoir profiter des interfaces API LPS pour les balles personnelles organisationnelles. Donc ça aussi, c'est un plus. Mais effectivement, pour les clients de messagerie, on va dire standard, on n'apporte rien de nouveau, mais on le permet toujours. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Ouais. OK. Donc je reprends ce que je disais sur la première exigence concernant la sécurisation TLS. On a eu plusieurs questions nous disant que ce n'était pas nécessairement très explicite la deuxième partie de l'exigence, que finalement elle est en deux parties, hein. Il y a une partie sur les suites de chiffrement et une autre sur la manière finalement de négocier les clés, les longueurs de clés utilisées. Donc on a proposé une reformulation, on a d'ailleurs un peu simplifié parce qu'il y a quelque chose qui était finalement un peu inutile, qu'on a simplifié. On a fait effectivement des réponses aussi hein, qui ne sont pas indiquées ici dans l'Excel. Donc on pense que ça répond aux questions qui étaient posées. Je ne sais pas si les éditeurs qui avaient posé ces questions-là ont des remarques complémentaires, mais voilà, on a pensé bien avoir bien compris le sujet, je dirais. S'il n'y a pas de questions, je poursuis. Exigence 1.5. Alors 1.5, justement, on en a déjà un peu parlé. Les retours qu'on a eus de votre part, finalement, c'est que cette exigence qui porte, donc il y a une exigence générale finalement pour quel que soit le type de boîte de l'API LPS, indiquait uniquement qu'il y avait le terme interface de consultation de boîte, utilisant le protocole IMAP. Et semble-t-il, certains éditeurs avaient compris que cette notion d'interface de consultation se référait de nouveau à une IHM de consultation. Donc là, c'était vraiment une exigence très technique sur la capacité de supporter le protocole IMAP, mais pas nécessairement de restituer les messages sous forme d'un client de messagerie avec une arborescence de client de messagerie. Donc on a changé les termes pour essayer d'être plus explicite. Voilà le pourquoi de ce changement. Le point suivant, donc ça, ça je vous en ai déjà parlé, hein, c'est cette remarque qui permet d'utiliser, justement, on en parlait à l'instant, les clients de messagerie, on va dire standard, en plus de l'API LPS, qui était sous forme de recommandation et qui est devenue une remarque. Et on a fait une petite précision, effectivement, sur le fait que à l'heure actuelle, on ne donne pas plus de précision que ça, on espère le faire à l'avenir, mais en disant qu'effectivement, il faut bien que ça respecte le référentiel d'identification et authentification de la PGSSI et d'être à l'état de l'art en termes de sécurisation des flux. Et puis, on a fait des références au guide de l'ANSSI, par exemple. Pour l'exigence suivante, la 2.1, alors celle-ci, c'est l'exigence, on va dire, indicateur, dans laquelle on vous demande effectivement de remonter un statut sur l'identifiant national de santé présent ou pas dans le XDM en pièce jointe. Alors, on a eu beaucoup de remarques dessus. Donc on a un peu clarifié parce qu'effectivement, on ne savait pas trop dans la formulation précédente si on parlait de matricule INS ou d'identité INS. Donc là, on a essayé de le rendre un peu plus clair de ce point de vue-là. Et ce qu'on a essayé d'expliquer ici dans le verbatim qui est associé, c'est qu'effectivement, ce qu'on se dit, c'est qu'on a eu des remarques nous disant que finalement, tous les CDA devaient
comporter une identité INS qualifiée, qu'à ce moment-là, finalement, l'indicateur n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il serait toujours à oui. Ce qu'on a voulu rappeler, c'est qu'il est quand même possible en MS Santé de transmettre des documents CDA sans INS. Je ne parle pas qualifié ou pas qualifié, parce que s'il y a INS, il est qualifié, normalement, effectivement. Mais c'est-à-dire qu'on peut avoir des documents CDA qui comprennent les traits d'identité du patient, mais pas le matricule et le ID, justement. Et ça, c'est complètement autorisé. Donc, ce qu'on veut faire vraiment avec cet indicateur-là, c'est se rendre compte du déploiement de l'INS, en tout cas côté MS Santé, dans les CDA véhiculés par MS Santé, et de voir ceux, pour différentes raisons, qui ne pourraient pas profiter d'un INS qualifié dans le document. Voilà, je ne sais pas si ça suscite aussi des questions de votre part, mais c'est comme ça qu'on a essayé de répondre à vos remarques. Une petite Il n'y question a pas de... technique. Oui, Techniquement, c'est Pascal Cabanel qui parle. On peut avoir dans un IHU XDM plusieurs documents CDA, oui. plusieurs identifiants. Alors là, on n'a qu'un Alors, élément à fournir dans l'entête. oui, oui, alors plusieurs. Oui, vous voulez dire que finalement, on aurait. Alors, je ne sais pas si c'est possible, je ne suis pas. Oui, parce que c'est toujours le même patient pour autant. Alors, techniquement, on peut le faire. On peut avoir X documents CDA dans un seul fichier IHU XDM. Oui, tout à fait. Alors, Techniquement, oui. or là, on a un seul élément à fournir dans l'entête. Ouais, Donc, je ne sais pas si ce cas existe réellement, mais techniquement, en tout ouais, cas, c'est une situation ouais, il est théoriquement possible, en tout cas, effectivement. On pourrait peut-être mettre une précision, mais effectivement, mais je ne sais pas, enfin, là, je ne maîtrise pas bien, mais est-ce qu'on peut avoir des descriptions? Oui, comme les deux documents CDA sont séparés, on pourrait avoir Oui. une description de l'INF, enfin, du moins de l'identité différente entre les deux documents. C'est ça, C'est ça que vous voulez dire? c'est ça. Ok, on prend la remarque, on le mettra sans doute en remarque, de dire effectivement qu'est-ce qu'on attend dans ce cas-là, s'il se présente, s'il faut mettre oui ou non. Peut-être une Effectivement, règle de gestion dans ce ouais, cas ouais, particulier. je comprends. Peut-être Ok. anecdotique, je ne sais pas, mais en tout cas, Oui, oui, non, mais techniquement, c'est je vrai, sais que c'est possible. si on y pense, autant le mettre dès à présent, ça éviterait les questions. Ok, on prend le point. Multiple CDA. CDA sur l'INES. Ok, merci. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je poursuis. Donc la suite. Trois autres exigences qu'on voulait partager avec vous. Alors, l'exigence suivante, c'est toujours sur les indicateurs. Alors, ce coup-ci, c'est l'indicateur sur la nature justement du document échangé. Et effectivement, il n'était pas très clair finalement de comprendre avec l'exigence quel était le point de contrôle ou la règle de gestion à mettre en face. On a essayé de clarifier. Donc là, l'objectif, finalement, pour dire qu'effectivement, enfin, d'indiquer le code CDA correspondant pour un document, c'est finalement qu'on ait bien en pièce jointe une archive IHE XDM. Là, on avait prévu le cas du multiple document, justement, théorique. Mais voilà, donc, parce qu'avant, on ne savait pas trop, finalement, je crois qu'on employait le terme document structuré qui était un peu flou. Donc là, on dit bien qu'il faut remplir si on a un document IHE XDM avec des CDA dedans en pièce jointe. Et qu'effectivement, si on n'en a pas, on ne positionne pas l'attribut. Voilà. 4.2. Alors, sécurité, oui. Donc là, c'est les deux exigences, donc 4.2, 4.3, qui portaient sur des besoins de traçabilité côté donc, LPS. Sur la première, effectivement, on n'avait pas encore, on s'était pas positionné sur la durée de conservation de ces traces. Ce qu'on vous propose, c'est effectivement de s'aligner sur des principes déjà apparemment pas mal partagés, qui est d'une durée de 6 mois. Et puis on a aussi précisé effectivement quelle était la finalité de ces traces. Hein. C'est pas de les rendre disponibles directement accessibles aux professionnels. C'est plutôt pour des équipes de support de l'éditeur sur sollicitation qui pourraient les récupérer en cas de litige, par exemple avec un opérateur ou d'autres litiges. Donc c'est ça qu'on a précisé. Après, sur la suivante, qui est finalement la même, mais qui indique le contenu attendu, on a essayé de simplifier un peu ce qui était demandé, ou d'alléger un peu ce qui était demandé. Et puis, on a regardé aussi justement dans les exigences SSI générales de la vague 2, s'il y avait quelque chose qui était indiqué pour ne pas être
orthogonal au reste effectivement des exigences du Ségur. A priori, donc il n'y a pas de formalisme qui soit imposé. Effectivement, il y a un audit de sécurité qui va regarder le format des traces, mais il n'y a pas d'exigence en face à l'heure actuelle. Donc on a décidé pour l'instant de garder ce format de traces côté MS Santé, même s'il pourrait être partagé plus largement avec d'autres services du Ségur. Voilà pour je pense que c'était la dernière exigence modifiée, je crois. Non, pardon, il y avait aussi 2 exigences dans le deuxième onglet sur l'expérience utilisateur. Oui, donc là, effectivement, la dernière fois dans l'atelier 5, on n'avait pas encore pris de position sur la nature des accusés qui pourraient être imposés à tous, à tout logiciel. Alors déjà, là, je dis à tous, mais ça ne se voit pas sur cet onglet-là, je crois, sur cette slide-là, mais ça concerne uniquement justement le profil, on va dire, BAL personnel organisationnel déjà. Et donc, comme rappel, hein, c'est ce que j'indique ici, déjà dans la vague 1, en tout cas dans la première version du référentiel, on imposait déjà la capacité de demander un accusé de réception, donc ça c'est conservé. Et là, ce qu'on vous propose, si ça vous convient, finalement, la doctrine serait de dire que on imposerait effectivement la capacité de demander un accusé de lecture, et évidemment de répondre à un accusé de lecture. Par contre, on n'irait pas jusqu'à ce qui semble paraître trop tôt, d'aller sur des accusés de bonne intégration dans le système cible des documents CDA, puisque, oula, il y a des fautes d'orthographe, mais c'est quelque chose, déjà faisons l'intégration dans la vague 2, et après, je pense qu'on regardera sur la capacité de faire des accusés. Donc ça, c'est un peu l'orientation qu'on avait. Je ne sais pas si ça suscite des remarques ou de votre part. Est-ce que le fait de demander à tout logiciel qui accède à des boîtes aux lettres personnelles et organisationnelles, en tout cas, de demander des accusés de lecture ou de savoir les traiter en retour, est-ce que ça vous paraît judicieux? En tout cas, on a vu des retours dans les retours éditeurs qui nous disaient que c'était a priori le cas, mais bon, voilà, on a eu 5 retours, donc ça peut-être pas repenser. Ah oui, une main est levée, pardon, je n'avais pas vu. Oui, excuse-moi, Théo Salvetti pour Dédalus. Oui. J'ai juste des questions par rapport aux accusés de réception et de lecture. Oui. Ce que j'ai du mal à visualiser, c'est que potentiellement on va avoir plusieurs, comment on appelle ça? C'est possible que le même professionnel de santé soit sur plusieurs connexions en même temps, s'il utilise plusieurs versions des logiciels pour quelque raison que ce soit. D'accord. Dans ce genre de cas, comment on choisit, entre guillemets, laquelle des versions va envoyer l'accusé de lecture ou l'accusé de réception? Il faut toujours que ce soit la session la plus récente ou il faut que ce soit la session J'essaie de active? comprendre votre cas, je reformule pour C'est voir peut-être un si... cas bizarre, hein, Non, mais j'essaie de comprendre. Un logiciel, donc là, vous seriez sur quel type de boîte aux lettres? Plutôt personnel ou pas? Non. Je pense personnel, oui. D'accord. Et donc, ok, et donc, qui consulte une boîte... On va prendre Applicatif, la même pardon, hypothèse. excusez-moi. Ah, applicative. Alors justement, ça ne s'applique pas aux balles applicatives. C'est D'accord, ce que je disais. très bien. Voilà, en J'avais pas compris introduction, ça, c'est que excusez-moi. ça nous paraît moins approprié pour les balles applicatives. Mais ça pourrait, enfin, c'est pas interdit, si on envoie un cas d'usage. Mais en tout cas, ça serait imposé pour les balles personnelles organisationnelles. Ok. Monsieur Lagourne? Je ne sais pas si votre main était toujours levée. Sur les Oui. accusés, oui, oui, absolument. D'accord. En fait, on avait eu un échange sur les accusés de réception, visiblement qui avaient été choisis, n'étaient pas très. Oui. Est-ce que c'est le cas pour les accusés de lecture? Je vous entends mal. N'était pas très. J'ai eu un bout. Ça a été coupé. Dans ce cas-là, oui, que ce qui avait été spécifié pour les accusés de réception n'était pas géré par le serveur Exchange. Donc du coup, est-ce que c'est aussi le cas pour l'accusé de lecture que vous indiquez là? Parce que sinon, si effectivement c'est incompatible avec les serveurs Exchange, il y a beaucoup d'opérateurs hospitaliers, je pense, qui ne pourront pas respecter la
Alors, l'exigence moi, sur ce dont 12. je me souviens, mais peut-être que je m'égare, Autant mais on pourra demander, ça demander, on oui. peut toujours, mais voilà. Alors, moi, ce dont je me souviens, mais vous me compléterez. En tout cas, c'est peut-être un autre sujet, parce que je sais qu'un éditeur nous a sollicité là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que pour les accusés de lecture, de réception, il y avait une difficulté avec les anciennes interfaces de Mélis, en tout cas en SOAP, qui ne permettaient pas un bon fonctionnement et donc qui n'étaient déjà pas compatibles avec la précédente version du référentiel. Donc ça, c'était une chose, mais ce qui concernait que Mélis, on va dire, et qui ne sera plus le cas dans l'API LPS. Par contre, j'ai pas en tête de cas où finalement avéré de non-fonctionnement de l'accusé de réception avec des serveurs Exchange. On a vu un échange là-dessus? Parce qu'effectivement, si Alors, c'est le cas, moi, il me semble que je c'est suis embêtant. remonté là-dessus, ou lors de notre réunion, il me semblait que enfin, je vous laisse vérifier avec Exchange, mais que Ouais, ce qui avait été spécifié pour l'accusé de réception n'était pas traité par Exchange. mais on Alors, l'aurait nous, écrit on est quelque un part? consommateur, puisqu'on n'a pas de. Oui, oui, tout à fait. Mais on l'aurait écrit je veux dire, on aurait Ouais. mis ça dans un référentiel? Ce que vous me dites là, c'est un échange qu'on aurait eu lors d'un atelier ou... Mais c'est. Je vais vérifier, mais il me semble que je vous l'avais remonté, oui, lors d'un Alors atelier. peut-être que c'est passé. Après, En je tout ne sais pas cas, je si veux vous bien avez que si vous le vérifié avec retrouvez. Microsoft, mais oui. Ouais, ouais. Alors, en tout cas, moi, Alors après, jusqu'à c'était. présent, en tout cas, Je nous, vois de c'est notre enregistré dans un côté. atelier, mais ça va être compliqué à retrouver. Ouais. Non, je sais pas. Bah, en tout cas, je sais pas comment remettre. Je vais essayer. On note ce point pour Je dois vérifier, mais avoir un écrit, je vous l'enverrai après. ouais. Ouais. Volontiers, parce qu'effectivement, c'est sûr que si on détecte ce genre de dysfonctionnement ou de non-fonctionnement, oui, c'est sûr que l'exigence, elle est sans doute moins appropriée. Mais donc, il faut qu'on creuse. Ok. Ok, j'aurai un échange avec vous après. Ouais, volontiers. Merci. Ok, bon, donc il y a cette réserve-là, effectivement. Réserve de réception. Ok, c'est Une noté. petite question Oui. Eric Vert, Software Medical. L'accusé de réception, ça, c'est l'opérateur qui va l'envoyer, c'est pas. Alors, oui et non. Alors, effectivement, il faut voir comment Je c'est parle de formulé. réception. Oui, Je oui, parle j'entends pas bien. d'accusé de lecture. Oui, oui, j'ai bien compris. Effectivement, hein, ce qu'on avait spécifié dans la précédente version du référentiel 2, ce qu'on demandait côté LPS, évidemment, c'est uniquement de savoir demander un accusé de réception. Évidemment, l'accusé de réception, vous avez raison, il est bien sûr retourné par l'opérateur directement. Et d'ailleurs, c'est bien dans le référentiel 1 opérateur qu'ils ont l'obligation de supporter cet accusé de réception en termes de retour, justement. Donc, côté LPS, il n'y avait que la demande. Alors que là, évidemment, pour un accusé de lecture, il faut être capable à la fois le demander et accuser de réception, quoi, dans l'autre sens. Ouais, accusé de lecture. J'ai dit Là, quoi? vous avez dit accusé de réception, accusé de Oh, lecture. désolé, Vous je voulais avez. dire lecture. Ouais. Non, mais sur l'accusé de lecture, pour moi, c'est effectivement indispensable que ce soit celui qui permet la lecture qui envoie l'accusé de lecture. Donc, C'est c'est pas l'opérateur, c'est bien celui qui complètement. On est permet bien la d'accord. lecture. Et que c'est pas applicable aux boîtes applicatives, puisque globalement, en fait, la lecture est un automate, donc ça sert C'est pas à ça. grand-chose. C'est ça. Je suis d'accord. Je me posais Ouais. la question parce que dans la V1 Ouais. de l'exigence 3.11, on Oui. parlait d'accusé de réception, et Oui. là, vous avez corrigé en me disant que c'était Alors, un accusé de lecture. ouais. Je voulais En bien fait, vérifier qu'on était bien d'un raccord là-dessus. C'est que ouais. globalement, l'accusé de réception, c'est bien l'opérateur qui l'envoie. Oui, L'accusé de lecture, c'est sûr. c'est le LPS Tout qui à fait. l'envoie. Ok, Exactement, ça, il n'y a pas de merci. doute. Pourquoi, je vous explique pourquoi, effectivement, on avait volontairement, c'était pas très clair, mais une exigence un peu floue dans la précédente version, où on disait qu'effectivement, on regardait à la fois la possibilité de mettre un accusé de lecture, mais aussi l'accusé de bonne intégration. Donc, c'était pas encore tellement arrêté comme formulation, quoi. Oui, Et mais là, effectivement, c'est celle qu'on propose. ouais, je vois bien l'intérêt des deux, l'accusé de lecture et l'accusé de bonne Voilà, intégration. Après, probablement. Ouais. qu'on le fasse dans un deuxième temps, je pense C'est que c'est ça. sage. Voilà, c'est quand même un peu plus complexe à mettre en Ouais, œuvre. c'est un peu plus complexe, mais par contre, c'est effectivement, au vu de comment se passera la vague 2, on pourra dire est-ce qu'il y a vraiment C'est besoin d'un ça. accusé de bonne intégration ou pas. Je vous C'est suis ce qu'on à s'est dit 100%. aussi. Ok, bon, bah, tant mieux. Merci. Merci. Ok, donc en tout cas j'en ai fini pour cette partie modification. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voyais de chat, on n'a pas regardé.
Mike, il y a des questions dans le chat, je vois. Je souhaiterais revenir sur la présence de l'INS qualifié dans le CDA. Vous avez indiqué que celui-ci n'est pas obligatoire dans le CDA, mais lors d'un envoi d'un document vers la messagerie citoyenne, l'INS qualifié est-il bien obligatoire? Alors, il y a deux notions. Enfin, en tout cas, je réponds. N'hésitez pas à prendre la parole si ce n'est pas la bonne réponse. Mais pour moi, il y a deux sujets concernant la messagerie citoyenne. Il y a la capacité à générer une adresse patient à partir de données qui sont dans le LPS pour pouvoir lui écrire. Et là, effectivement, on demande à ce que l'INS soit qualifié au préalable. Sauf dérogation, on va revenir dessus parce qu'on va en reparler. Après, effectivement, il y a le CDA qui est dans le document qui est aussi potentiellement envoyé au patient. Et là, à ma connaissance, alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait d'exigence, il n'y a pas d'exigence particulière vis-à-vis de mon espace santé, et surtout pour l'instant, mon espace santé n'est pas capable de traiter les CDA. Donc il ne traitera pour l'instant que les PDF qui seront à côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, n'hésitez pas à prendre la parole. Monsieur Barlet. Parfait. Eh bien, je vous remercie. Autre question, est-ce que le système d'accusé de lecture sera similaire à celui des messageries citoyennes dans son fonctionnement? Complètement. Alors justement, c'est marqué dans le verbatim à côté, hein, mais c'est le mécanisme MDN, hein, standard, qu'on n'a évidemment pas modifié, adapté, qui est celui à la fois utilisé, on va demander finalement entre professionnels, mais qui est déjà implémenté côté messagerie de mon espace santé. La simple différence, c'est que, enfin, différence, pas une différence, en tout cas, c'est un choix de mon espace santé qui répond à une demande d'accusé de lecture, donc évidemment si elle est positionnée par le professionnel, dès que le patient finalement clique sur le message sans qu'il y ait une confirmation de sa part, comme parfois c'est fait sur les clients lourds. Mais enfin voilà, donc oui, c'est le même mécanisme. Ok, Monsieur Laguarde, levez la main. Monsieur Laguarde. La question. Alors, une copie, un établissement qui nous a contacté parce qu'apparemment, les santé dans messagerie mon espace santé, en fait, le fichier HEXM, il est apparu. Ils ont à la fois ça le coupe quand vous parlez, et je pense que c'est pas PDF. que pour moi, mais c'est très saccadé. Je vous entends très On me saccadé. demandait si Oui, c'était normal. également, chez moi aussi, chez moi aussi, c'est saccadé. Je vais le mettre en commentaire. Merci, je veux bien parce qu'effectivement j'ai du mal. Ok, on va vous répondre dès qu'on voit la question. Ok, donc en attendant de traiter cette question, je vous propose de poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions. J'en vois pas. Donc sur les quelques exigences qui restent à finaliser, alors qu'on ne va donc pas concerter dans le cadre, vous le verrez, des itérations du centre référentiel d'exigence, mais sur la version de concertation publique finale, on le verra à la fin. Donc il y a trois exigences pour nous qui restent encore à finaliser. Les deux premières, alors, les deux premières, c'était des souhaits de notre part. Je vous rappelle donc de quoi on parle. La première, elle concernait finalement d'essayer de clarifier. Donc là, on n'est pas sur les balles applicatives, hein, de nouveau. On est sur balles personnelles organisationnelles, mais l'idée, c'était effectivement de permettre aux professionnels, lorsqu'ils reçoivent un message d'échec, finalement, quel qu'il soit, que ce soit de la part d'un opérateur distance ou non remise, ou d'autres messages d'erreur, que le logiciel, le LBS, soit en capacité de rapprocher cette information du message d'origine. Et de la même manière, finalement, c'était aussi l'idée qu'on proposait sur l'exigence 3.13 de rapprocher les accusés de réception ou de lecture, justement, du message d'origine. Donc ça, c'était un souhait plutôt fonctionnel, effectivement, expérience utilisateur. Simplement, pour l'instant, en creusant effectivement les modalités de gestion des message ID qu'on a déjà imposées dans la version 1 du référentiel, on n'a pas encore été capable de valider que c'était quelque chose de techniquement faisable. On continue à regarder. Donc évidemment, si on ne trouve pas de modalité, on ne va évidemment pas intégrer cette exigence. On voulait en profiter pour vous demander si par hasard vous aviez eu
le besoin de faire de tels rapprochements dans vos logiciels. Et si vous aviez des pistes ou des confirmations de faisabilité, évidemment, on était intéressés. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet-là ou partager une capacité à faire. Et voilà, nous, on n'a pas encore abouti sur cette faisabilité, donc évidemment. Alors, je vois que monsieur Laguarde relève la main. Je ne sais pas si on va vous entendre. Non, ça fonctionne pas. D'accord, ok. Désolé. Ok, donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette... Voilà, on pensait que c'était évidemment intéressant pour l'utilisateur. Si ce n'est pas faisable, on ne l'imposera évidemment pas. Donc ça sera à voir dans la prochaine version. Et l'exigence 2.3, donc là, c'est aussi sur des exigences de type indicateur, si on peut dire, qui, justement, on en a parlé à plusieurs reprises, hein. L'objectif, c'est d'identifier, en particulier auprès de l'opérateur, le logiciel, voire la version du logiciel qui s'y connecte via l'API LPS. Là encore, on n'a pas encore complètement convergé sur l'identifiant à utiliser. Vous avez dit qu'on s'orientait vers un identifiant, on va dire, lié à convergence. Aux derniers éléments qu'on a, ça pourrait être un identifiant de candidature à la vague 2 du Ségur, qui est déjà constitué, mais il faut qu'on s'assure qu'il réponde bien aux besoins et à la pérennité d'usage qui va bien. Donc voilà, là non plus, on n'est pas, en tout cas, c'est pas le NIL du CNDA, on avait pu le dire, du moins le penser à un moment donné. Donc voilà, donc ces deux points-là, ils seront à regarder dans la concertation publique, dans la version concertation publique, avec les conclusions qu'on aura trouvées d'ici là. Avant de prendre les questions, deuxième point qui n'est pas dans les exigences du dessus, là, mais c'est le point justement sur la dérogation. J'en parlais un peu tout à l'heure quand on parlait de mon espace santé et la capacité finalement à écrire, enfin du moins à déduire une adresse patient dans laquelle on a le matricule INS, qu'il fallait partir d'un INS qualifié. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la version 1, enfin 0.1 du référentiel 2, on avait une dérogation qui courait jusqu'à fin 2022, donc qui est assez proche, et qui permettait dans certains cas de ne pas partir d'un INS qualifié, pour ne pas bloquer les usages, surtout en phase de déploiement de l'INS. Donc fatalement, on va devoir proposer une nouvelle formulation de l'exigence, d'abord sans doute probablement pour la prolonger dans le temps, sous une forme ou sous une autre. Donc ça aussi, effectivement, il faudra qu'on vous le présente dans la version de concertation. On vous mettra ça en valeur. Je vois que Mike, tu as essayé de répondre à la question tout à l'heure. Je te laisse peut-être prendre la main. Oui, c'est concernant la réception de documents structurés dans les boîtes aux lettres des usagers, donc sur mon espace santé. Et Oui. effectivement, il y a eu pas mal de remarques remontées côté CNAM, hein, parce que c'est la CNAM qui pilote plutôt ce sujet. Et je sais que le directeur de projet nous a informé d'une réflexion, hein, sur ce point-là et les deux options qu'il y avait sur la table. Pour le moment, on n'a pas de mise à jour. C'était soit de masquer justement ces fichiers-là auprès des utilisateurs, parce que ça générait pas mal d'interrogations, soit de permettre à mon espace santé, en tout cas visible côté utilisateur, d'exploiter ces fichiers structurés-là. Voilà, donc pour l'instant, Ouais, complètement. pas plus d'infos que ça. Voilà, il y a sans doute des souhaits effectivement d'exploiter cet IHE XDM à un moment donné, mais effectivement, on ne connaît pas encore je pense pas qu'il y ait de décision qui soit prise encore. Donc pour l'instant, effectivement, les deux sont affichés. Là, évidemment, l'un des deux n'est pas exploitable. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments. C'est juste. Ok, s'il n'y a pas d'autres remarques, je ne vois pas d'autres questions. Voilà, donc l'atelier va être effectivement plus court qu'habituellement. On en est arrivé donc à la suite des travaux, plutôt à la partie donc conclusion. Donc pour vous resituer les différentes prochaines étapes. Donc déjà, puisque il y a cette partie effectivement itération des REM, hein, sur lesquelles vous êtes sans doute aussi sollicité en parallèle. Donc pour vous dire que la version qu'on vous a partagée hier des exigences, la 0.3, sur laquelle on ne vous demande pas de faire de nouveau de retour dessus dans l'immédiat, justement, elle sera intégrée dans l'itération 3 des REM des task force, donc vous pourrez nous faire le retour
à travers cette itération-là, ou alors dans la concertation publique qui aura lieu donc la deuxième quinzaine de septembre, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, ça sera comme pour la version 1 du référentiel 2, enfin première version du référentiel 2. On fera ça sur le site de l'agence, sans doute avec une fiche de lecture dans les modalités similaires à la fois précédente. Ce qu'on voulait vous informer, c'est qu'on ne laissera pas beaucoup de temps, on laissera que 2 semaines de concertation. Donc évidemment, ça sera une concertation, ce coup-ci pas sous forme Excel, mais sous forme du référentiel 2 rédigé, intégrant les exigences qu'on a concertées ensemble. Et évidemment, si on se permet de faire une concertation aussi courte de votre côté, c'est qu'on considère qu'on a finalement déjà pas mal vu les exigences ensemble et que ça semble jouable. Donc ça, évidemment, on vous préviendra à l'avance quand il y aura la date exacte qui sera connue de concertation. Donc ensuite, l'objectif, c'est je disais tout à l'heure aussi, pour mi-décembre, avant la mi-décembre, je veux dire, de publier la version finale, a priori, puisque là, nous, on s'aligne toujours sur le planning des référentiels, des REM vague 2. Comme eux, effectivement, ils doivent être publiés d'ici la fin de l'année, nous, notre objectif, c'est de publier notre version finale juste avant. Pardon, les REM vague 2 doivent être publiés en pré-publication d'ici la fin de l'année et à la fin du premier trimestre pour la version finale. Et enfin, malgré tout, ce qui est important aussi, on en avait parlé, mais là on en est parvenu dessus aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous mettre à disposition un outillage de test, donc comme on a fait pour les opérateurs, mais ce coup-ci évidemment en simulant un opérateur de référence, qui ne sera pas Mélise, pour justement mettre au point vos logiciels sur la partie API LPS du moins. Et c'est cet outil, comme pour les opérateurs, qui permettra à la fois de faire vos tests de recettes sur l'API LPS, mais aussi de produire les preuves pour le référencement de la vague 2 Ségur pour les exigences MS Santé. Donc ce qu'on cible pour l'instant, c'est donc voilà, une mise à disposition du moins à quelques éditeurs pilotes fin janvier. On n'a pas encore de planning finalisé à vous partager, mais en tout cas, ça sera effectivement au cours du premier trimestre 2023 que cet environnement sera ouvert et on reviendra vers vous quand on aura plus de précisions sur les dates et sur les modalités d'usage de l'outil, mais qui seront assez proches des modalités opérateurs, évidemment, vous ne connaissez pas trop, mais avec un outil Rundeck qui permettra de lancer des jobs et de simuler des cas de test concernant l'API LPS. Donc voilà pour ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, on voulait évidemment vous remercier pour toute cette concertation sur les exigences MS Santé. Donc, il n'y a pas de prochain atelier dans ce format-là, en tout cas. On ne vous demande pas, effectivement, je le répète, on ne vous l'a pas sollicité pour répondre à cette itération 3, mais on prendra les retours dans le cadre soit de la concertation publique, soit de l'itération 3 des REM de la task force. Et puis, de toute manière, on reste à votre disposition sur les points de contact N3 support habituel, si vous avez d'autres sujets à nous remonter d'ici là. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on vous libère, sachant qu'il y a un autre atelier pour la médecine de ville qui ne va pas tarder à commencer? Pas d'autres questions? Et bien dans ce cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et on vous tient au courant par email, par liste de diffusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci du À très travail bientôt. réalisé. Merci. Au revoir. Merci, oui. Merci à tous.